100% Bénin, bienvenue à vous, mesdames, messieurs, et merci d'être des nôtres. Inconstance saute d'humeur, volte-face, j'en oublie volontiers. On a beau être les témoins oculaires de ces agissements des politiques dont eux seuls semblent avoir le secret en peine à s'y accoutumer. Pour preuve, aussi vieux qu'il puisse paraître, le phénomène compte de plus en plus de détracteurs appelant à un peu plus de vertu en politique. Un vœu peut-être pieux sous nos cieux. Traîtrise et manipulation en milieu politique, un mal nécessaire. Tel est, mesdames, messieurs, le sujet en débat ce jour. Nos invités, un politique, un expert en gouvernance. Déjà sur ce plateau pour nous accompagner, Gustave Despots-Sonnon, ingénieur, statisticien, économiste, ancien ministre. Il est acteur politique, donc actuellement Bloc républicain, il en est l'un des membres fondateurs. Il ne faut pas l'oublier, l'homme reste l'un des acteurs très avisés de la société civile. Il n'a pas sa langue dans sa poche, dit-on. Il a accepté volontiers de nous accompagner sur ce thème qui a plusieurs volets, difficiles à approprier, dit-on. Gustave Despots-Sonnon, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Etondi, et bonne heureuse année 2020 à tous les journalistes et techniciens de Sika TV. Merci beaucoup. Ainsi qu'aux téléspectateurs. Merci bien et nos voeux les meilleurs aussi pour vous. Une fois encore, merci pour la disponibilité. Non, c'est avec plaisir. Merci. Ok, en face de vous, un homme qui n'est plus à présenter non plus, Raoufi Badirou, il est expert en gouvernance. L'homme en a côtoyé de toutes les couleurs, oui, des pas mûrs et des très verts, donc expert. Il fut l'un des fonctionnaires du PNUD. L'homme a accepté de nous aider à approprier aussi ce concept qui fait beaucoup de bruit ces temps-ci. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour Joël, bonne et heureuse année. Merci. À toi et à tous les techniciens journalistes de Sika TV. Merci beaucoup. Que l'année 2020 vous soit la meilleure. Ainsi soit-il. Et que vous puissiez prospérer sur cette télévision. Et que je souhaite aussi mes meilleurs voeux à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, ça me va tout droit au cœur. Nos voeux les meilleurs aussi à vous et beaucoup de santé, la longévité avec. Une fois encore, merci pour la disponibilité. Reconnaissance, gratitude, honnêteté, sincérité, exigez-le, dit-on, du citoyen lambda, mais en tout cas, pas du politique. Sinon vous attendrez longtemps. Plus ondoyant, versatile et ingrat que lui, la société n'en aura pas encore enfanté. Conclut à tort ou à raison nombre d'analystes. Regard biaisé ou exact, je me retourne d'abord vers le politique sur ce plateau. Alors quand on peint ainsi le politique, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'êtes-vous tenté de dire? Non, je ne suis pas trop d'accord. Vous n'êtes pas trop d'accord. Alors, le peu, dites-nous, pour lequel vous êtes d'accord. Non, vous avez utilisé des Non, mots. je rapporte les propos d'analystes qui peuvent être des propos biaisés, oui. Bon, je ne dirais pas nécessairement biaisés, mais c'est des propos, c'est des mots qui sont un peu plus forts. Un peu plus fort, ok. Un peu plus fort, c'est ce que vous l'avez dit. Ok. Et lorsque vous pensez que ce sont plutôt les acteurs politiques qui sont ingrats, de l'autre côté, nous, les acteurs politiques, on estime que c'est la population qui est ingrate aussi. Okay. Donc, on est dans un système... Bon, avec le temps, avec le développement... On appréciera. On appréciera. Je vais recueillir alors. Je reconnais que la société politique est gangrénée par des mots. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais n'oubliez pas que le monde est en perpétuel... mouvement et en perpétuel développement, et le développement c'est un, comme moi j'ai l'habitude de dire, c'est un voyage sur un siècle. Un voyage sur un siècle. Oui. Le développement. C'est-à-dire? Bon, on n'atteint jamais la destination. Okay. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un siècle, vous savez là où vous êtes. Mais vous avez tendance à croire que c'est à l'autre bout du siècle que se trouve le développement. Mais arrivé à ce niveau, vous vous rendez compte que... C'est encore devant. C'est encore devant. Et ça continue. Et ça continue. Ah oui, ça doit être épuisant. Oui, Badirou, ce tableau peint du politique, qu'est-ce que vous dites? Je suis entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord? Entièrement d'accord, parce que l'aporie des politiques africains est indéniable. Ils sont des transhumants, ils n'ont pas de conviction,
parce qu'ils sautent du coq à l'âne. Ils n'ont pas d'objectif fixe. Alors, on se demande pourquoi viennent-ils en politique? Et j'ai la réponse au fur et à mesure du débat. Je vous donnerai la réponse, ce qui les amène en politique. Intéressant, on apprend. On va vous le dire. Ok. Alors, vous pensez que ce tableau est exact? Gustave Despourceau pense que c'est un peu trop fort pour le dire et que c'est la population, elle, qui est plutôt ingrate. Ça vient de part et d'autre, c'est vrai? Je dis de part et d'autre. De part et d'autre. On traitera les uns des autres. Ok. Parce que tout à l'heure, au fait, et bon, en me présentant tout à l'heure, vous avez dit que je suis un homme averti de la société civile. Oui. Ça, c'est vrai. Non, je n'aime pas militer directement dans la société. Pas directement. Non. Vous l'avez côtoyé. Non, mais j'ai été ministre chargé des relations avec les institutions. C'est pour ça qu'on a tendance à me faire là. Sinon, depuis, j'étais un militant. J'ai fait la politique, je suis ressorti pour observer un peu. Non, c'est pour dire qu'on a tendance à faire une confusion. Laquelle? Tout simplement parce que la politique, on dit que c'est l'art de gouverner la cité. Oui. Et ça veut dire que c'est tout un ensemble de méthodes, de règles pour pouvoir gouverner. Mais lorsqu'on a tendance à se comparer aux grandes puissances aujourd'hui, c'est deux grandes idéologies qui gouvernent le monde. Le socialisme d'un côté et puis le capitalisme de l'autre côté. Les autres sont des variantes. Mais ça, c'est une idéologie. Et vous voyez que dans ces grandes puissances, il est difficile que dans ces partis politiques, vous arriviez à coller le nom d'un individu. Vous ne verrez pas. Mais vous voyez beaucoup plus l'idéologie. Mais quand nous venons en Afrique, mais on n'est pas au même niveau de développement. C'est comme on veut comparer un bébé à un adulte. C'est un peu comme ça que je peux schématiser. Quand on vient en Afrique aujourd'hui, nous n'avons pas encore structuré la politique autour des idéologies, mais plutôt, vous allez voir que c'est autour des individus. Mais si tel est le cas, avec les différents changements, avec les différents mouvements, il y a nécessairement les migrations, des changements, des bouleversements, et c'est ça qui fait qu'on a tendance à croire que les hommes politiques sont des hommes changeants. Parce que vous ne pouvez pas quand même suivre un individu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, si je parlais de la population, oui. Si vous voyez comment les politiques souffrent dans les mains de la population, vous aurez même pitié des hommes politiques aussi. Expliquez-nous, les politiciens souffrent dans les mains des populations. Bien sûr. Comment ça? Bien sûr. Vous voyez, au temps du PRPP, où c'était le socialisme, ce que nous avons connu, on avait l'habitude de dire les sous-préfets d'alors étaient même des sous-préfets plus respectés que les maires que nous avons aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y avait un ordre. Aujourd'hui, le maire est élu. Et c'est la population qui porte sa voix. Ce que je voulais dire, c'est que le fait que nous sommes en démocratie et que vous devez aller négocier la voix des individus, de la population, ça fait l'objet de chantage. Et l'homme politique en démocratie ne vit que du fait que derrière lui, il a une popularité. Et cette popularité, je crois que c'est pour pouvoir rester plus ou moins en face avec cette popularité que vous observez ce que nous observons aujourd'hui. Parce que dès qu'il y a changement, il y a des situations où vous êtes obligé à des moments donnés de suivre la population. Nous sommes actuellement on s'approche des élections et vous allez voir les différents chantages au niveau de la population, etc. C'est pour ça que je vous ai dit au début, autant on traite les hommes politiques pour dire qu'ils sont ingrats, autant la population aussi à des moments donnés. Le chantage au niveau des populations, ça se fait comment? C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, vous voulez que le paysan qui se trouve au fin fond d'un village vote pour vous. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut quand même faire connaître. Nous n'avons même pas une idéologie. Okay. Il faut aller... Pratiquement, c'est comme si tu vas faire la cour et convaincre. Il faut aller convaincre
les mêmes personnes que vous avez convaincues aujourd'hui, d'autres passeront derrière. Demain, c'est autre chose que vous allez entendre, si bien que nous sommes dans ce mouvement. C'est en perpétuel changement. Alors donc, quand votre vis-à-vis, à qui je vais donner la parole tout à l'heure pour oui, nous bien comprendre. sûr. C'est pourquoi j'ai dit, Oui. ne confondons pas les choses. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'on voit. Si on compare la politique avec des idéologies, on pourrait traiter les hommes politiques de tous les mots que vous avez dit. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Alors, je vais vous poser une question lorsque vous soulevez cette nuance-là. Alors aujourd'hui, lorsque les politiques disent, sous la bannière de telle ou telle autre formation politique, ils défendent telle idéologie, c'est du leur? Non, c'est maintenant qu'on est en train de construire. On est en train de construire. Et quand vous prenez les différentes formations politiques, je ne parle que de ce que vous maîtrisez, de ce que je connais. Je prends par exemple le bloc républicain. On est en train de construire le bloc républicain autour d'un idéal. C'est ça. Oui, Badirou? Monsieur Yetongi, le sujet est intéressant. Oui, mais il faut considérer le temps d'antenne. Il n'y a pas de problème. C'est très important. Voyez-vous, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez déjà dit au départ, et c'est sur cette lancée que je vais. Les hommes politiques, même à l'indépendance, on peut dire qu'il y avait des hommes politiques, mais au fur et à mesure, ça a été estompé. Les cadres africains aujourd'hui qui viennent en politique, ils viennent par hasard d'abord, et ils deviennent politiques parce qu'ils ont été nommés non pas par compétence, mais par acquaintance. Je parle en global des cadres africains, et on le sent partout. Bien, si nous prenons le cas du Bénin, ceux qui se disent politiques aujourd'hui, sont-ils réellement politiques? Ils ont été nommés pas par compétence, par acquaintance. Et aussitôt, parce qu'ils sont nommés, ils se trouvent être politiques. Ils n'ont aucune base politique d'abord. Ils n'ont aucun objectif politique. Ils sont au gré du vent. Aujourd'hui, on dit il faut faire la révolution, on fait. Demain, on veut faire le libéralisme, on fait. Non, un politique a un objectif, a une idéologie. Il s'accorde à ce qu'il doit faire. Il sait que voilà ce que nous poursuivons de faire. On ne transhume pas du jour au lendemain. Quand on est convaincu, quand un politique a une conviction politique, c'est comme quand on parle du cadre béninois. Moi, j'hésite de parler d'intellectuel. Parce que je parle de cadre, parce que pour être intellectuel, il faut avoir un objectif et une conviction. Mais s'il ne faut pas nuancer. Et je ne nuance rien, je suis aussi un cadre. Et je vois faire tout autour de moi. Je vois tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui se disent politiques. On ne pourrait même pas y penser. Même là, le vendeur de cacahuètes qui devient, qu'on a choisi pour être ministre par hasard, devient un homme politique. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Non. Et si nous voyons ceux qui se disent hommes politiques, qui se gazouillent aujourd'hui, ils n'ont aucune base d'analyse concrète pour être un homme politique. Il faudrait qu'on sache qu'en Afrique, nous avons dénaturé le mot homme politique. Nous avons dénaturé le mot homme politique parce que lorsqu'on vous dit que vous êtes politique, si vous prenez des gens qui ont milité vraiment dans des... Nous avons vu au départ de l'indépendance, on a vu UDD, Pierre D, mais c'était des gens, c'était des mouvements politiques bien structurés. Pas comme aujourd'hui. Alors, votre vis-à-vis disait justement qu'au fur et à mesure de l'évolution du temps, il y a eu comme des phénomènes qui ont impacté ce qu'on connaissait hier. Et pour prendre le cas de votre vis-à-vis, justement, Gustave Sonnon, qui a milité dès le bas âge, qui a connu une certaine évolution jusqu'à être là où il est aujourd'hui. Et ceci m'amène justement à poser la question, est-ce que dans ce qu'on paie aujourd'hui comme tableau des politiques, il ne faudrait pas faire la part des choses? Reconnaître qu'il y a peut-être le bon grain qui s'est retrouvé peut-être embrigadé, pas livré, en abondance. Nous, si on a milité dans les mouvements estudiantines, on a connu plusieurs mouvements estudiantines. On a connu l'AID, on a connu la science.
Il n'y a plus ces mouvements-là aujourd'hui. Mais les gens qu'on nomme, les cadres qu'on nomme qui deviennent des hommes politiques, au départ, ils ne le sont pas. Et puis, ils ne sont pas nommés par leurs compétences. Ils sont nommés à tout hasard. Et ils deviennent des hommes politiques. Vous voyez dans un bled, quelqu'un qui n'a aucune assise, parce qu'ils l'ont nommé aujourd'hui ministre ou député, parce qu'il est sur un parti, il devient un homme politique. Est-ce que cette personne, dans son bled, peut rassembler combien de personnes? Aucune base n'est là. Et c'est un mot de satisfaction pour les cadres africains. Aller en politique, c'est chercher la pitance. Ils vont en politique, ils deviennent un homme connu et ils montent en notoriété parce qu'ils étaient dans l'ombre, on ne les connaissait pas. Mais avec la politique, ils ressurgissent et on les connaît. Là, ils portent le manteau maintenant. J'ai vu un qui me dit, oui, oui, nous, conférence nationale, je dis, mais le Bénin existe avant la conférence nationale. Nous avons commencé avant la conférence nationale. Ne viens pas me dire parce que tu es ministre que tu es quelque chose. Non, rien. Nous avons vu tous ceux qu'ils ont nommés. Nous sommes là. On se connaît. On se connaît, c'est tous ensemble. Vous êtes d'un certain âge et un parcours aussi. Oui, Gustave Sonnon, oui. Vous avez suivi Badirou, je ne le répète plus. Oui, suis les faits. Justement, j'ai suivi le doyen et beaucoup avaient plaisir. Et vous allez constater que dans son développement, il n'a conforté que ce que je viens de dire. Mais je voudrais quand même rectifier quelque chose. Vous ne pouvez pas traiter tous les cadres pour dire qu'ils sont nommés, pas sur la base de... Il n'y a pas de règle sans exception. Il n'y a pas de règle sans exception. Donc, une fois que vous n'avez pas fait des études, vous pouvez déterminer une proportion, quand même, il faut nuancer. Il n'y a pas de règle sans exception. Ça, c'est sûr. Moi, je sais que j'ai été nommé ministre, mais je ne suis pas nul. Non, je ne parle même pas nécessairement de moi, mais ceux qui pensent que le phénomène a pris de l'ampleur. Et il est revenu tout le temps sur l'idéologie. Mais un individu ne peut pas se lever et dire que voilà mon objectif. Et c'est un peu ce que je suis en train de dire pour dire que en Afrique aujourd'hui, je ne vois pas encore. Tout se structure autour des hommes. Maintenant, et notre constitution aussi est conçue de cette façon, où on dit le chef de l'État est l'élu de la nation, il définit et conduit la politique du gouvernement pendant 5 ans. Donc ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas encore structuré autour d'une idéologie. Et c'est pourquoi je faisais allusion au PRPB. Quand il y avait PRPB, tout le monde savait que si vous êtes membre du PRPB, c'est pour défendre le socialisme. Point. Et à l'opposé, il y avait le Parti communiste. Moi, j'ai milité dans le Parti communiste. Et vous avez vu, il est difficile à ces deux camps, par exemple, vous prenez quelqu'un qui est membre du Parti communiste, vous voyez, ils défendent une idéologie et ils vont jusqu'au bout. Mais au fil du temps, avec la conférence nationale, nous avons opté pour le multipartisme intégral. Ce n'est pas si mauvais, mais plus de 200 partis, est-ce qu'on peut avoir plus de 200 idéologies? Et progressivement, tout se construisait autour des individus, c'est un peu ce que je dis. Maintenant, le président de la République est là, et qui est, pendant 5 ans, il définit, conduit la politique, il nomme un ministre. Toi, tu viens, tu vas dire, j'ai eu ma manière de... Non, c'est la manière de penser de ce président de la République que vous êtes obligé de suivre pendant cette période-là. Et c'est pourquoi j'ai commencé par dire que faut pas juger les gens sans contexte. En fait, c'est pourquoi j'ai dit les mots sont forts. Les mots sont forts. C'est tout. Oui. Donc, mais en replaçant ça dans le contexte, on trouvera que ce n'est pas totalement de leur faute, mais c'est compte tenu de la situation. Et je vous ai fait l'allusion par rapport aux grandes puissances. Et quand vous prenez le Parti socialiste en France, est-ce que vous arrivez à dire, par exemple, que c'est tel individu? Non. Mais dès qu'on va dire le nom d'un parti politique au Bénin, vous allez dire le leader charismatique. Qui brûle d'impatience d'avoir la parole. Je rapporte l'une de ses réactions où il dit que le phénomène s'observe aussi bien au niveau de ce qu'il appelle les cadres en griffe qui se refusent d'appeler
que des politiques. Alors, Gustave Sonon, vous avez dit que les politiques restent presque dans l'air du temps. Celui qui est là, un peu comme sa vision, qui impacte un peu l'ensemble. Mais quand on prend un cadre Oui. qu'on connaît pour sa posture, Oui. ses principes, Oui. et à la limite d'une vision commune partagée, Oui. mais qui, subitement, du fait de sa nouvelle posture politique, pour reprendre la question de domination, semble devenir un nouvel homme. Comment ça s'explique? Non, comment ça s'explique? C'est ce que je dis. Vous voyez, si je me réfère à cet article, je crois que ça doit être 54-55 de notre Constitution. Bon, la Constitution a été modifiée, je ne sais pas si c'est toujours dans le même ordre, où on dit le président de la République définit et conduit. Pendant un mandat donné, il n'y a qu'un seul individu. Il forme son gouvernement. On dit il leur nomme les ministres, il donne les attributions, il met fin à leurs fonctions. 2, il est dit, je crois que ça doit être l'article 13 du Code des valeurs d'éthique de la fonction publique, que le fonctionnaire doit être discret dans sa position politique et religieuse. Et l'un des articles de la Constitution, ça doit être 56 ou quelque chose comme ça, dit que le président de la République dispose de l'administration et des forces armées. Maintenant, le président de la République vient, toi tu dis je suis cadre. Telle chose, on ne fait pas comme ça. Ce n'est pas toi qui seras jugé pendant ce mandat-là. Donc c'est cette erreur que nous commettons. C'est cette erreur que nous commettons. Et tant que nous n'allons pas réorganiser, et je crois que c'est ce que le président Talon est en train de faire actuellement, réorganiser le système partisan pour que demain, ce soit véritablement des présidents, c'est-à-dire des individus qui seront désormais présidents de la République, soit des individus qui sont portés par un parti politique. Ça veut dire que si vous êtes militant de ce parti politique, là, vous allez partager les idéaux du parti politique. Ce ne serait plus un individu qui est venu prendre le pouvoir et que vous êtes obligé. Oui, Badio. Oui. Un président est élu sur un programme donné. C'est sur ce programme que les gens ont adhéré, que les cadres ont donné leur aval. Ils ne poursuivent plus ce programme. Je crois que les bons cadres doivent se dire non, c'est pas sur ça que nous sommes entendus. Vous comprenez? Et un cadre doit être un patriote qui doit veiller sérieusement au développement du pays. C'est-à-dire, vous avez vu dans les grandes puissances, on dira qu'on n'est pas à leur niveau. Même la plus grande puissance du monde, il y a des gens qui démissionnent quand ils voient que le président dévie, puisqu'ils l'ont suivi sur un programme donné. Ici, les gens n'osent pas. En Afrique, et pour parler du Bénin, les gens n'osent pas. Nous avons des cadres très compétents qui rentrent en politique et qui se trouvent être vraiment leur incompétence notoire, alors qu'on les sait très compétents. Parce qu'ils n'osent pas dire « Ah, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bien ». Ils vont suivre comme des moutons. Non, il faudrait qu'ils aient à cœur le développement du pays. Qu'ils aient une conviction comme quoi la patrie est la chose la mieux à sauvegarder. Nous n'allons pas suivre un homme aveuglément si la patrie est en danger. Non, non. Il faut être des patriotes convaincus. Il ne faut pas vouloir dire, oui, le président, il doit conduire, mais on l'a suivi sur un programme donné, non. C'est sur ce programme-là qu'il doit suivre. Si nous disait au cours dans son programme d'action la liberté d'expression de la presse et qu'il commence par tout fermer, on doit lui dire ah non, c'est pas sur ça qu'on s'est entendu. Tu nous as promis la liberté de la presse. Son entourage doit pouvoir le dire. Mais il ne peut pas partir parce que c'est la politique qui leur permet de subsister. Ils savent que s'ils quittent là, ils ne sont plus rien. Ils vont peut-être vendre des cacahuètes. Autant mieux rester là et manger. C'est ce qui motive l'Afrique, surtout les pays francophones. Vous savez, la démocratie, c'est une
une idéologie précieuse qui permet un développement harmonieux d'un pays. Parce qu'il faut accepter la contradiction. En démocratie, tout le monde est libre de s'exprimer. Et normalement, l'opposition n'est pas faite pour aller en guerre avec ceux qui gouvernent, mais pour mieux les cadrer. Vous voyez? Mais ici, en Afrique, et surtout dans les pays francophones, l'opposition est à abattre. Ce n'est pas bien. Comment voulez-vous aller de l'avant si vous n'acceptez pas la contradiction? Et les cadres, je viens dans mon pays parce que c'est partout, dans les pays francophones, surtout dans les pays francophones, partout en Afrique, mais surtout dans les pays francophones. Les cadres sont transhumants. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du pays, ils sont là pour leur propre intérêt. Je reviens sur cette question, oui. Gustave Despossonon, votre vis-à-vis, a évoqué quelques cas précis. Il dit, c'est vrai, le chef est choisi, mais le chef, en le choisissant, on s'est entendu sur un programme, une vision. Il donne un exemple concret. Par exemple, question de liberté, organes fermés. Et lorsque c'est comme ça, le chef qui a dit, il faut permettre plus de pluralité. Et quand il se fait que c'est sous son mandat qu'on arrive à fermer des organes, on doit pouvoir dire au chef, bon, il y a quelque chose qui se passe chez nous là, on arrête. Si ce n'est pas le cas, on laisse tomber. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible pour le politique? Ce qui me gêne, oui, c'est que vous ne pouvez faire des analyses objectives que lorsque vous vous placez dans le contexte. Okay. Depuis 1990, nous ne choisissons pas véritablement, je dis bien véritablement, les présidents en fonction de leur programme. Non. Oui, généralement, nous opposons des individus. Nous opposons des individus. Et à un moment donné, moi, je me suis posé... Vous permettez, non, avant de... Oui. Badirou, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, il dit, le mal est profond. Non, laissez-moi terminer par Ok, d'accord. Il va réagir. D'accord. Parce que même s'il ne fait pas cela, il va noter ce qu'il dit, il va Ok, réagir. ok. Je ne suis pas d'accord avec lui. Ok. Parce que, entre deux tours, généralement, depuis 1990, nous allons toujours au second tour. Et si je prends le cas de 2016, il y a eu près de 33 candidatures. Donc nous avons eu 33 programmes. Mais entre deux tours, est-ce qu'entre les deux tours, les gens s'asseyent pour réécrire maintenant un autre programme qu'on présente à la population pour dire c'est ça que nous allons exécuter, véritablement. C'est l'une des raisons pour lesquelles, une fois élu, le président Talon a sorti maintenant le programme d'action du gouvernement. Je suis entièrement d'accord que les choses sur lesquelles on s'est entendu au départ et que le président dévie, il faut le rappeler à l'ordre. Mais la société est organisée, M. Badirou. Il n'appartient pas à un cadre parce que le patron de l'administration, c'est le président de la République. Et vous ne pouvez pas faire de reproches à votre patron en public, dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Si vous n'êtes pas d'accord, comme vous l'avez dit, il peut démissionner calmement. Mais tu démissionnes, on t'appelle pour l'œuvre de reconstruction du pays et tu dis que tu n'es pas d'accord. Tu dois lui faire des propositions parce que tu es cadre. C'est pourquoi j'ai rappelé les dispositions de la Constitution pour dire, voyons tout ça, parce que nous ne sortons pas. Maintenant, ceux qui vont jouer ce rôle pour rappeler, pour dire, ah, nous avons prévu la liberté d'expression, pourquoi vous avez fermé, etc. Ce sont les partis politiques qui sont en face. Ça, c'est leur rôle. La société civile est là pour pouvoir canaliser, pour dire, bon, et jouer un rôle un peu de tampon. C'est de cette façon que la société est organisée. Et c'est pourquoi j'ai dit que le développement, on est en apprentissage, c'est vrai, on insulte, mais il faudrait quand même qu'on se place dans le contexte. C'est pourquoi j'ai dit, c'est difficile aujourd'hui de juger et de dire que, bon, voilà tel programme. Moi, je m'amusais souvent à dire au début que le président Talon, au départ, il n'avait pas dit la rupture. Il a parlé de son programme initial parmi les 33 programmes. Au premier tour, c'est le nouveau départ. C'est en coalition contre un individu, celui qui était venu en tête au premier tour, que le concept rupture est né.
Mais ce concept rupture, est-ce qu'on a pu donner un contenu avant qu'on vote au second tour pour que véritablement... Mais c'est pour ça que je salue le travail que la société civile a eu à faire pour recenser un peu ce que le président, au premier tour, avait prévu. Et ils ont dit qu'ils vont l'évaluer par rapport à ça. Et ils suivent et ils l'évaluent. C'est pour ça que je dis que si nous voulons critiquer, on est obligé de nuancer et de tenir compte du contexte. Et que maintenant, là, maintenant où on a parlé de parrainage, c'est un autre problème. Mais l'objectif, c'est que désormais, le président soit issu d'un parti politique. Si à long terme, le bloc républicain prend le pouvoir, par exemple, et que quelqu'un quitte le bloc républicain et va de l'autre côté, c'est en ce moment que moi, je peux accepter les thèmes que vous avez utilisés. Mais pour le moment, non. Non, ok. Badirou, il y a quelqu'un qui a dit les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est courant d'entendre ça. Vous voyez, il y a 33, au départ, il y a eu 33 partis, peut-être 33 candidats. Et j'étais sur ce plateau, je disais que le seul que j'ai pu retenir sur ces 33, parce que différent des autres, c'est Jissou. Vous vous souvenez de ça? Très bien, très bien. On se rappelle. Parce que je dis, les 32 autres sont comme moi. Béninois, on se connaît très bien. La plupart d'entre eux, je les connaissais jusqu'au fond de la culotte. Je savais qu'ils étaient des figurants. On a créé des partis pour imiter les voix seulement. Et on savait, lorsqu'on s'est regroupé autour d'un candidat au deuxième tour, c'est sur son programme qu'il a proposé que nous nous regroupons. On sait, c'est ce programme-là qui vaille la peine pour le développement du pays. Non, il ne faut pas qu'on se voile la face. On n'avancerait pas. D'abord, si on prend les critiques déjà pour de l'antagonisme, non. Des critiques sont positives pour permettre, pour encadrer la déviation de l'autre, pour que les gens aillent dans le bon sens. Il ne faut pas du tout croire que l'opposition est là pour embêter, pour empêcher de tourner en rond. Non. L'opposition est là pour vous rappeler que ce n'est pas ce que vous avez dit et ce n'est pas ce qui est bon pour le pays. Vous-même, vous pouvez prendre dans les propositions de l'opposition pour mieux faire. Mais nous sommes dans une situation inédite en ce moment au Bénin. Et c'est en cela que je dirais que le règne de la rupture nous a permis de voir le vrai visage des hommes politiques béninois. Expliquez-vous. Voyez, ce pays a été un pays de libre expression. Aujourd'hui, plus personne ne parle. Ni la société civile, ni les syndicats, et rien. Même les grands politiciens que nous connaissons se sont tus. Mais ce n'est pas une situation inédite. On dit que le Bénin est un pays à essence démocratique. Les Béninois aiment s'exprimer. Aujourd'hui, ils n'osent plus. C'est pas étonnant. Parce que si tu t'exprimes maintenant, ils vont croire que tu te fais leur ennemi. Et tu auras des ennuis. Et comme tu ne veux pas avoir des ennuis, tu as une petite famille, tu te tais. N'empêche que tout ce qui se fait, les monologues qui se disent, ah, il y a ce qui est fait, ah, il y a ça qui est fait, on peut opposer à cela, il y a ceci qui n'est pas droit, il y a ceci qui est gauche. Vous voyez, on est dans un monologue dialectique. Ce n'est pas normal. Pour un pays comme le nôtre, le Bénin que nous connaissons, cette situation est inédite. Les hommes politiques, ils sont transhumants. Je vous assure que c'est effarant de les voir faire, de voir tourner leur veste. Je me rappelle ici, sur ce plateau, du moins j'ai eu à dire à des journalistes, quand j'ai vu un cadre qu'on rencontrait sur ce plateau, serrer la main du président, je dis, je vois qu'il est en train de partir. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Parce qu'ils attendent aller à la marmite du roi. Ce n'est que comme ça qu'ils arrivent à s'affirmer. Moi, j'ai fait ma vie aujourd'hui, je suis allé à la retraite. Je ne sais pas si, en partant être ministre ou ça, ils sont mieux que moi. Non.
Ça, c'est vous. La vie, c'est un non, choix. un instant. Oui. Non, il y a d'autres qui exhibent cette carte-là. J'ai dit non, vous ne m'effrayez pas. Non, ça ne me dit rien. Je viens j'ai séjourné dans les pays démocratiques. J'ai séjourné en Europe et j'ai vu faire. Et je crois que il y a d'autres qui peuvent vendre leur âme au diable, ne serait-ce pour devenir ministre. Alors, vendre son âme au diable, le dernier mot vient résumer un peu ce que votre vis-à-vis vient de peindre. Là encore, il trouve le politique comme un homme véritablement, il avait dit un peu plus tôt, sans conviction, au gré de ses seuls intérêts et non les intérêts de la population. Non, vous me permettez. Oui. C'est vous qui posez les questions. Tout ici. à fait. Vous allez me permettre de Tu lui demander poses au au doyen, oui. Le doyen a dit parmi les 33. Exceptionnellement, oui. Ok, les 33 programmes que vous avez réussi à distinguer un seul, mais je pensais que vous voulez aller sur le contenu des programmes. Vous avez dit sur le plateau que c'était Zinsou. Mais je crois que c'est par rapport à l'individu que vous raisonnez. Justement, non. Est-ce que c'était par rapport au contenu de son programme? Non. Allez, je vais vous répondre. Oui. Zissou, je ne le connaissais pas. Même Todino a voulu dire ici qu'il ne m'a pas choisi. Je dis non, c'est moi qui l'ai choisi. Je n'ai jamais serré la main à Zissou. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais vu comme ça, on ne s'est jamais rencontré. Mais quand j'ai vu, d'abord, le profil de chacun des candidats, pour la plupart que je connaissais, et Zissou, j'ai dit, celui-ci, en dehors de ce qu'on peut penser qu'il va nous vendre à la France, puisqu'il est plus français que béninois, il a un profil qui pourrait nous aider à mieux nous développer. Raison pour laquelle je l'ai choisi. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui... Mais c'est pourquoi je demande s'il y a pas de programme. Un instant, non. Non. Il a le profil qui pourrait... Il a le background, il a l'envergure internationale qui pourrait nous aider. Est-ce que vous voyez? En dehors du programme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Si on dit que Zinsou est blanc, qu'il ne va pas, il va nous amener les Français, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est les mêmes qui viennent nous commander nos sociétés, comme s'il n'y a pas de compétences ici. On a déjà vu la SBE, peut-être qu'on verra la SONET, peut-être qu'on verra autre chose encore. Et nos cadres béninois deviennent des homologues. En réalité, c'est les cadres béninois qui doivent être directeurs et les autres les homologues, puisque ce sont des étrangers. Ce doit être eux les homologues. On revient donc sur la question de la responsabilité, de l'engagement politique. Oui, j'ai eu la réponse, mais c'est pourquoi je dis qu'avant de juger les gens, il faut tenir compte du contexte. C'est pour dire un peu que depuis 1990, véritablement, on n'opérait pas des choix. On n'opérait pas des choix autour du programme, mais on cherchait à sanctionner. On cherchait plutôt à sanctionner. Et ça justifie un peu le profil qu'on a aujourd'hui du politique. En 1996, on a eu des arguments pour sanctionner le président Soglo. Comme ça. Et c'était un coup de tête comme ça qu'on a sanctionné. On a fait ramener le président feu général Mathieu Kérékou, qui n'a pas démérité en dehors des questions de liberté au cours de la Révolution. Je rappelais tout à l'heure en disant que il n'y a pas pratiquement cette commune au Bénin où il n'y a pas une unité de production. Mais je ne sais pas par quelle alchimie tout a disparu. Ça veut dire que sous la Révolution, il y a quand même une vision. À l'opposé, il y avait Et à tout ça, beaucoup disent que c'est encore les politiques. Les politiques qui n'arrivent pas à penser patrie, mais qui pensent plutôt intérêt personnel. Qu'est-ce que le politique répond? Oui, j'ai dit, les racines sont dans la Constitution. Les racines de cette attitude des politiques. Oui, et ça, je continue de le dire. On dit, le président de la République définit et conduit. Et non, monsieur Badibou, définit et conduit. Il a son programme, c'est sur la base de son programme que nous l'avons élu. Il met tout ça maintenant en ordre et c'est lui qui sera jugé dans 5 ans. Maintenant, vous allez dire non, ce n'est pas ça. Non, on ne pourra pas vous écouter. Ça fait 1. 2, on dit il dispose de l'administration et des forces armées.
Et c'est pour ça que vous avez tendance à dire que, que les fonctionnaires se soumettent, les fonctionnaires sont des ceci, on traite de tous les mots. Vous pouvez vous opposer à votre patron? Non, c'est pas possible. Mais vous pouvez faire non, mais vous pouvez faire... Non, mais on le dit. Mais vous ne savez pas ce que... Mais vous ne pouvez pas le dire au public. Mais il y a des choses que le public voit, par exemple. Lorsque vous voulez vous opposer... Les politiques qui disent une chose et après dire le contraire... Lorsque vous voulez vous opposer, vous militez dans un parti d'opposition. Et là, vous portez cette voix. Au fait, donc, il ne faut pas traiter... Non, écoutez, vous en avez eu suffisamment. Allez-y. Il ne reste que 4 minutes. Je suis d'accord avec le ministre sur le fait que la révolution a une bonne conviction politique. Il y a eu un développement. On avait l'autosuffisance alimentaire. On avait le plein emploi dans de la révolution. Vous voyez? Si vous voyez, même les places publiques qu'ils ont faites sont mieux que ce qu'on fait aujourd'hui comme des jouets. Ça, c'est un point de vue. Maintenant, quand on dit qu'on a élu le président sur un programme, d'accord. Mais si le président n'observe plus ce programme-là, les cadres devraient pouvoir le rappeler à l'ordre ou démissionner. Moi, j'ai fait les Nations Unies. Lorsque je ne suis pas d'accord avec mon patron, je prends les règlements en fonction de tel article ou tel règlement. Voilà ce que nous devons faire. Et je lui envoie. Il prend ses responsabilités. Mais ça marche souvent. On n'est pas là pour se soumettre comme des bêtes. Ou des bêtes du somme, que le berger conduit au pâturage. Non, on doit pouvoir rappeler le patron. Supposons qu'on ait un patron ivrogne et qu'il ait bu et qu'il déraille. On ne va pas le ramener à la raison? Il faudra le faire signer Badirou. Mais Gustave Sonon, le phénomène que votre vis-à-vis a dénoncé tout à l'heure, vous pensez que c'est du fait du type de constitution que nous avons eu jusque-là et qui n'a pas mis les bases comme cela se doit. On a plutôt un individu qu'on célèbre. Aujourd'hui, des balises semblent être mises sur pied et progressivement. On assiste encore au phénomène de transhumance. On est en transition. Donc c'est une transition. Et vous savez, ce qu'on observe actuellement là. Et ce que nous observons actuellement, nous allons continuer à l'observer pendant un moment, avant que les choses ne se stabilisent. Pas pour longtemps. Non, on va encore observer pendant 5 à 10 ans comme ça. Et ça va se stabiliser et vous verrez si on est toujours sur le même chemin. Et vous verrez que désormais, vous aurez un parti A, un parti B, ça peut aller à 2, à 3, mais ça ne dépassera pas 4. Tout est biaisé aujourd'hui. Le parrainage ne peut pas marcher, puisqu'il y a des exclusions. L'Assemblée actuelle contient 2 blocs qui soutiennent le président de la République. Et vous voyez que quelqu'un d'autre qui ne soit pas dans ces partis-là est un candidat, où est-ce qu'il va trouver le parrainage? Non, il ne faut pas qu'on se voile la face. Disons-nous la vérité. Nous sommes un peuple intelligent, reconnu. On ne peut pas s'amuser avec l'intelligence béninoise. Nous sommes, évidemment, quand on est individuel, on est intelligent, mais quand on est ensemble, on est bête. Et ça, je crois qu'on peut accepter tout ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Hein? Comment voulez-vous qu'un individu qui ne soit pas de ces 2 blocs-là, un candidat, et qu'il ait un parrainage? Non. Soyons sérieux. En fait, le parrainage, je dis le parrainage, c'est un autre débat. Je parle de la réforme du système partisan lui-même. Où, de façon progressive, nous ne pouvons alors, plus Gustave dépasser... Sonon, on va devoir conclure, m'a-t-on averti de là. De l'autre côté, mais l'homme politique est loin d'être un homme vertueux. Lorsqu'on le dit, vous répondez quoi? Non. Vous savez, c'est l'homme politique, comme je le dis, et ça dépend parce que si vous répondez de votre base, il y a parfois, l'homme politique a un seul objectif. L'objectif, c'est d'être en phase avec sa base. Et vous ne savez pas quelles sont les contraintes que la base lui impose. Et c'est ça qui fait que vous avez tendance à croire qu'il est changeant. Sinon, demain, vous serez un homme politique et vous serez un général. L'homme politique n'est pas un homme changeant, mais il évolue au gré des contraintes du moment. Tant que l'homme politique est en phase avec sa base, moi, je ne lui reproche rien. Merci à vous, Badirou. Pour conclure aussi. Les hommes politiques d'aujourd'hui n'ont pas de base.
ils sont nommés au gré du vent et recherchent une base qu'ils n'ont toujours pas. Ils sont impopulaires. Et quand tu as dit qu'on va se replier sur la base, on va tout fausser. Merci à vous. Ce n'est qu'un point de vue sur la question. Nous y reviendrons. D'autres regards, pourquoi pas, pour poser aussi sur la question. Devenue une question presque de société 100% bénin. Pour le numéro du jour, ce sera tout. Et on se compagnie sur cette citation de l'artiste, écrivain, essayiste et journaliste britannique George Orwell. Le discours politique, dit-il, est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidité et de la solidarité à un simple courant d'air. Prenez soin de vous et à très bientôt.